Bonjour. Est-ce que vous m'entendez convenablement? Ça va? Ouais. Est-ce que vous pensez être tous là ou il en manquerait encore? Vous êtes tous là? Ok. Euh, Alors, la présentation, normalement, il y avait une présentation avant la mienne qui concernait plutôt le langage. Malheureusement, Madame Maquin ne peut pas être présente aujourd'hui. Donc, du coup, on va passer directement à celle du contexte politique et vous pourrez profiter de votre week-end une heure plus tôt. Donc voilà, moi je me présente, du coup je m'appelle Alme Disper, je suis doctorante au CDI de Lyon 3. Je travaille dans le programme de recherche de Madame Chiara Neri sur la criminalité en mer. Et en parallèle, j'effectue une thèse sur l'enfermement des passagers clandestins à bord des navires marchands. Ce qui fait que dans ma présentation, vous allez le voir, on va peut-être beaucoup axer transporteurs et domaine maritime. Alors, mon thème était celui du contexte politique et de son influence sur la représentation de l'étranger. Thème qui est extrêmement large. Première petite remarque, le contexte politique influe évidemment sur la représentation de l'étranger, tout comme la représentation de l'étranger influe sur le contexte politique. Donc du coup, dans ce champ de possibilités, on va se concentrer, je l'avoue un peu arbitrairement, sur le phénomène de crime-migration. Le phénomène de crime-migration est en fait un néologisme qui a été créé par Juliette Stumpf en 2006 et qui en fait est la fusion entre le terme de migration et de criminalité. La crime-migration repose en fait sur la fusion de deux matières, le droit de l'immigration et le droit pénal. Une fusion qui repose aussi bien sur la substance de la loi, son application, mais aussi les procédures. La criminalisation ou crime-migration, vous l'aurez compris, on est dans deux choses similaires, a pour objectif premier de faire sortir l'exilé du contrat social en le plaçant non pas comme sujet de droit, mais comme objet de souveraineté. C'est-à-dire que par diverses procédures, par divers traitements, diverses stratégies en somme, on va chercher à transformer la personne d'un sujet de droit en un objet de souveraineté afin d'annihiler ses prérogatives juridiques. Ainsi, l'ineffectivité des droits individuels des migrants, ineffectivité étant entendue comme l'étude à la fois de l'application du droit, de son respect et de son inscription comme dans les pratiques sociales, va enrichir ensuite l'asymétrie juridique entre citoyens et exilés, entre détenteurs de droits et objets de souveraineté. Le phénomène de criminalisation de l'immigration est un phénomène cyclique, c'est-à-dire que c'est la sortie de l'exilé du cadre de sujet de droit qui va permettre ensuite de criminaliser son statut, mais c'est aussi la perception qu'on a de lui qui va permettre ensuite de mettre en place différentes procédures à son égard, notamment en reposant sur une sécuritisation du phénomène, c'est-à-dire le fait que l'exilé va faire converger sur lui différents enjeux sécuritaires qui vont permettre ensuite la criminalisation. Dans une démarche la plus intelligible possible, nous essaierons d'étudier la criminalisation de l'immigration suivant le parcours de l'exilé. C'est-à-dire nous étudierons la criminalisation avant son entrée sur le territoire, lors de son passage sur le territoire avec la criminalisation des transporteurs et de ce que j'appelle les aidants, la criminalisation de l'exilé en soi en raison de son séjour ou de son entrée irrégulière, et enfin l'utilisation de la privation de liberté, signe le plus visible de criminalisation de l'immigration. Parlons désormais de la criminalisation des migrations, de la lutte contre le crime transnational à la lutte contre l'immigration irrégulière. La lutte contre les crimes transnationaux a été un phénomène qui a été d'abord poussé par les instances internationales. Il suffit pour ça de regarder l'avant-propos de Kofi Annan au sujet de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, qui enjoint les États à coopérer en vue de lutter contre les crimes transnationaux. Mais la question est alors de savoir qu'est-ce qu'un crime transnational. Un crime transnational, c'est un crime de droit interne qui a été ensuite internationalisé en raison d'un élément d'extranéité, élément qui suppose alors une coopération internationale pour lutter et coopérer contre ce crime.
Quels sont alors ces crimes ? Si on regarde les différentes conventions internationales de lutte contre les crimes transnationaux, on peut mettre en place une sorte de liste qui est bien évidemment non exhaustive, qui comprendrait alors le terrorisme, que ce soit l'attaque ou le financement, le crime organisé, le trafic d'êtres humains, la piraterie, le trafic de stupéfiants. Mais évidemment, dans cette liste, qui n'est bien sûr pas exhaustive, n'apparaît jamais l'immigration irrégulière ou même régulière. Cependant, l'immigration peut être parfois le véhicule de lutte de crimes transnationaux. Et c'est sur cela, en fait, que repose le glissement sémantique et politique entre lutte contre le crime transnational et lutte contre l'immigration. À ce titre, nous pouvons tout d'abord regarder le rapprochement qui a été fait entre immigration illégale et lutte contre la traite des êtres humains. Justement, je vous propose de regarder le règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières. Ce code qui dispose, je cite, que le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. Mais ici, finalement, sur le même plan, la prévention contre la traite des êtres humains, la prévention contre les menaces à l'ordre public et enfin la lutte contre l'immigration illégale. On place ici en fait finalement un objet référent, c'est-à-dire le contrôle aux frontières, comme moyen de lutte contre trois objets différents, dont deux sont des crimes transnationaux ou au moins des véhicules de crimes transnationaux. Mais c'est peut-être finalement dans le cadre du terrorisme que ce glissement sémantique entre criminalité transnationale et migration est le plus visible. J'ai pu faire dans un autre contexte une recension des documents de soft law. Document de soft law, la soft law, alors j'espère que vous savez tous à peu près ce que c'est. D'accord. Donc la soft law parue entre le 10 octobre 2017 et le 10 octobre 2018 par l'Union européenne. Cette recension est évidemment non exhaustive, mais elle regroupe une soixantaine de documents. Dans ces 60 documents, à titre d'exemple, un seul concernait le droit à l'intégrité physique, deux concernaient la liberté d'expression, un seul le droit de propriété, un seul la liberté de circulation, mais en revanche 15 la lutte contre le terrorisme, 12 le thème des migrants et réfugiés, et enfin 9 la lutte contre le trafic d'armes. Le podium, entre guillemets, des domaines visés par ces documents de soft law est assez révélateur en soi, puisqu'on a donc sur ce fameux podium en troisième place la lutte contre le trafic d'armes, en seconde place le thème des migrants et réfugiés, et enfin en première place la lutte contre le terrorisme. Ce constat, on dit déjà assez long, à mon sens, sur les priorités qu'a l'Union européenne ces dernières années. Si on se concentre maintenant plus particulièrement sur ces fameux documents qui concernaient le terrorisme, qui sont donc au nombre de 15, on peut se pencher tout d'abord sur le Work Programme 2018-2020 relatif à la protection de la liberté et de la sécurité de l'Europe. L'introduction de ce document nous indique sa vocation à traiter de la protection de la liberté et de la sécurité de l'Europe et de ses citoyens. Ce document aborde notamment la lutte contre le crime, le terrorisme et la sécurité extérieure de l'Union. Mais dans la partie sécurité extérieure, le plus grand challenge selon l'Union est, je cite, de gérer les flux de voyageurs et de marchandises arrivant à nos frontières extérieures tout en luttant contre la migration irrégulière et en renforçant notre sécurité intérieure. On a donc, premièrement, une association sécurité extérieure, migration irrégulière, qui transfère ainsi le domaine migratoire en un enjeu sécuritaire. Mais surtout, on a une sorte de mise en perspective de la lutte contre le terrorisme, partie 1 du document, et de la lutte contre l'immigration irrégulière, partie 2. On peut maintenant se pencher sur la communication de la Commission au Parlement, communication datant du 12 décembre 2017. Ce document, qui selon sa propre introduction a pour but de mentionner les progrès réalisés en matière de sécurité de l'Union, s'articule selon ses dires autour de deux piliers, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le crime organisé, mais aussi le renforcement des défenses contre ces menaces. Mais si on jette un rapide coup d'œil sur le plan même de ce document, on se rend compte que la première partie concerne en fait la gestion des frontières, notamment dans le cadre des migrations.
Et la seconde, je cite alors les autres champs prioritaires en matière de sécurité. Et c'est seulement dans cette deuxième partie sur les autres champs prioritaires, autres que du coup l'immigration, que là apparaissent des mesures pour lutter contre le terrorisme, la cybersécurité ou la question de la radicalisation. On est donc ici face à une communication qui veut lutter contre le crime organisé et le terrorisme, mais toute une partie est concentrée sur la gestion des frontières et des migrations. Il y a ici une nouvelle fois une association qui est faite entre lutte contre le terrorisme et lutte contre l'immigration illégale. Plus inquiétant, dans la partie sur la gestion des frontières, la Commission qualifie le partage d'informations comme moyen de lutte contre le terrorisme et contre l'immigration illégale. On met donc une fois sur le même pied d'égalité la lutte contre le terrorisme, qui je rappelle est un crime transnational, et la lutte contre l'immigration irrégulière. Autre exemple, la communication de la Commission au Parlement, cette fois-ci de 2018, plus précisément du 17 avril. On est dans le même type de document, encore une fois un document qui a pour vocation de construire une sécurité de l'Union efficace et qui couvre deux piliers, encore une fois le terrorisme et le crime organisé. On a alors au sein de la première partie un objectif qui est, je cite, de restreindre la marge de manœuvre des terroristes et des criminels. Et alors tout un paragraphe porte sur la sécurité accrue des cartes d'identité, des titres de séjour, afin de prévenir la fraude documentaire et les fausses identités. Mais on a aussi en l'occurrence une référence au Visa Information System. Encore une fois, le lien est fait entre étrangers, crimes et terrorisme. Le document suivant est un document, à mon sens, particulièrement intéressant parce qu'il avait vocation à être confidentiel. Il s'agit alors de l'avis militaire sur le renforcement de l'échange d'informations entre l'armée, les forces de l'ordre et la justice dans la lutte contre le terrorisme. Ce document, qui se rapporte du coup, encore une fois, à la lutte contre le terrorisme, va rappeler, je cite, l'importance d'une coopération renforcée, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de l'immigration irrégulière. Il s'agit donc, une énième fois, d'un document qui traite du renforcement des échanges d'informations dans le domaine militaire et des agences chargées de la justice et des affaires dans deux domaines, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration. Enfin, dernier exemple et après j'arrête, la jointe déclaration sur les priorités législatives de l'UE de 2018-2019 place comme première priorité législative, je cite encore une fois, de mieux protéger la sécurité de nos citoyens en assurant que les autorités des États membres sachent qui franchit nos frontières extérieures communes, renforce les systèmes d'information interopérables de l'UE en matière de sécurité, de casier judiciaire et de gestion des frontières et des migrations. La priorité de l'Union est encore une nouvelle fois le contrôle des frontières dans son assimilation entre migration et terrorisme. Tous ces documents que je vous ai cités ne sont que des documents de soft law, parus en plus entre octobre 2017 et octobre 2018. On a donc un champ extrêmement restreint, mais vous voyez bien là le glissement sémantique, idéologique et politique qui est fait entre crime transnational, plus particulièrement terrorisme, et immigration. En conclusion de cette brève partie, ce glissement de la lutte contre le crime transnational à la lutte contre l'immigration illégale agrémente déjà une vision négative de l'exilé. Issu d'une volonté de sécurisation de l'immigration, ce phénomène participe d'une représentation de l'exilé comme une source de danger, de peur ou de crainte qu'il convient alors d'écarter à tout prix. Ce bref exposé, plus que de mettre en lumière des rapprochements douteux, permet surtout de montrer le phénomène de crime-migration en amont même de la frontière. C'est-à-dire que si la lutte contre l'immigration illégale devient un enjeu sécuritaire, rapprochable aux crimes transnationaux, il n'y a alors plus d'illégitimité à adopter contre les exilés des mesures même issues du droit pénal et de la lutte contre les crimes. Ce rapprochement permet alors de justifier la pénalisation de l'immigration et enfin de favoriser la vision qu'on peut avoir de l'exilé comme criminel. Cela va donc justifier notre deuxième partie qui sera l'étude de la criminalisation des acteurs mêmes de la migration.